Bonjour à tous, bienvenue pour cette 24e exercice, correction de l'exercice 24 du polycopier de transition terminale à la prépa proposé par le lycée Louis le Grand. Aujourd'hui, on s'attaque à mon dernier exercice lié à la notion d'analyse synthèse dans ce polycopier. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais je crois que ça revient après un petit peu, mais en tout cas là c'est vraiment dédié à ça. Aujourd'hui, donc on va essayer de déterminer, et je sais que c'est un exercice pas simple, du coup c'est bien d'en faire pas mal aussi. On va essayer de déterminer toutes les fonctions. C'est important aussi de dire qu'elles sont continues de R dans R, telles que, en fait, pour tout x, y dans R, R2 du coup, et cette relation va être vérifiée. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle fonction qui est solution de cette équation, elle vérifie que f de x plus y c'est égal à f de x plus f de y. Et donc, si normalement, même à partir de la 4e, 3e, on peut deviner, en tout cas, on peut comprendre que des fonctions, les fonctions affines, enfin les fonctions linéaires, pardon, donc du type f de x égale ax, vous voyez que si je fais f de x plus f de y, enfin f de x plus y, pardon, c'est a facteur de x plus y, et si je développe, j'ai ax plus ay, et ça c'est bien f de x plus f de y. Donc vous voyez que les fonctions linéaires sont solution de ce problème. La question c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres fonctions, parce que rappelez-vous cette idée d'analyse synthèse, si vous n'avez pas compris de quoi ça parlait, j'ai fait une vidéo sur ça, la première vidéo, il me semble que c'est il y a 2-3 exercices, exercice 22 ou 21, qui vraiment détaille un petit peu de quoi, à quoi on s'attend, mais l'idée c'est, on suppose qu'on a une fonction solution. Si on a une fonction solution, forcément, en faisant des calculs machin, on trouve que forcément cette fonction, elle aura une certaine tête. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'à la fin, on trouvera que forcément, notre fonction, si elle vérifie ce truc-là, elle vérifie aussi ce truc-là. Mais ça ne montre pas que cette fonction, elle est véritablement solution, parce qu'on a dit qu'on supposait qu'il y avait une solution. Ça se trouve, elle n'existe pas. Donc en fait, à la fin, quand on a trouvé notre supposée solution, il faut vérifier qu'à la base, ce que j'ai supposé n'était pas faux. Donc il faut que je vérifie que ma fonction est bien solution en revérifiant, mais là vous voyez qu'on a déjà fait cette partie-là, enfin on la refera, mais vous verrez, c'est assez rapide. Ok, donc on part sur la première question de notre exercice. Il faut calculer f de 0 à partir de notre relation ici. F de x plus y égale f de x plus f de y, à votre avis, c'est comme l'exercice d'avant. Si on devrait trouver f de 0, une façon assez facile de le faire, ça serait de dire, on prend x, on prend tout le monde égal à 0, comme ça on aura une relation liant f de 0 partout et on pourra l'isoler, un peu comme si c'était une inconnue pour le trouver. Et donc là, du coup, si je dis que x égale y égale 0, je peux dire que mon équation, c'est l'équation E, voilà. Puis là, du coup, je peux dire que E, si x égale y égale 0, E devient, tac, je vais juste enlever ça ici, voilà. Ça devient quoi ? Ça devient f de... On a dit x plus y, regardez, x plus y ici, ça devient quoi ? Ça devient 0 plus 0, donc 0. Et puis là, f de 0, f de 0. Donc là, ce que j'ai à gauche, c'est f de 0. Et à droite, j'ai f de 0 plus f de 0, donc 2 fois f de 0. Et donc là, c'est un peu comme si j'avais écrit x égale 2x, parce que moi, je veux résoudre cette équation-là. Et donc forcément, ça me donne que f de 0 égale 0. C'est le seul nombre qui convient ici, c'est comme si je résolvais x égale 2x. Donc, x égale 0, ok. Et maintenant, il faut montrer que f est impair. Alors, peut-être un peu moins facile, un peu moins évident, mais rappelez-vous que souvent, on nous donne des propriétés et il faut les utiliser. Là, par exemple, je sais que f de 0 égale 0, je vais devoir l'utiliser forcément. Et puis moi, comment je calcule, comment je montre qu'une fonction est impaire, rappelez-vous, il faut que je montre que, en gros, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est quoi ? C'est rien d'autre, f de moins x, pardon, c'est rien d'autre que moins f de x. F de moins x, c'est moins f de x. Donc là, comment je me retrouve avec des f de moins x et des moins f de x ? En fait, une des façons de faire, ce serait de dire, là, je garde mon x, parce que de toute façon, je veux du f de moins x égale moins f de x, donc je vais garder un f de x quelque part. Par contre, y, je vais prendre égal à moins x, parce que comme ça, j'aurai une relation entre ici f de x et ici f de moins x. Et donc potentiellement de l'autre côté, je vais avoir un truc qui se simplifie bien peut-être, et je vais pouvoir trouver une relation entre f de x et f de moins x. C'est un peu cette logique-là qu'il faut avoir. Et donc là, pareil, si je dis d'autre part, donc du coup, si je prends, en prenant finalement x, en prenant y égale moins x, et pareil, on peut dire que notre équation, vous allez voir, elle devient beaucoup plus simple. On a dit qu'à droite, on avait f de, du coup, x plus f de y, mais on a dit que y c'était moins x, donc là on aura f de x plus f de moins x à droite,
tac, je le mets juste ici parce que c'est la partie qu'on a voulu isoler, donc je la mets en premier quand même. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura? Vous allez voir, on a dit que y c'était moins x, donc là ici j'ai f de x plus moins x, donc f de 0 à l'intérieur. Mais rappelez-vous, f de 0, c'est pour ça que c'est bien fait, on vient de le calculer, f de 0 c'est quoi? C'est rien d'autre que 0. Et donc en fait, c'est f de 0, cette histoire, f de x plus y, mais donc c'est rien d'autre que 0. Donc f de x plus f de moins x, c'est rien d'autre que 0, et ça c'est équivalent à dire que f de x c'est égal à moins f de moins x si je passe de l'autre côté, ou alors que peut-être vous préférez dans cette expression là, dans cette modélisation là, dans cette forme là, f de moins x c'est moins f de x en multipliant par moins 1 des deux côtés. Ok, donc là on a montré que notre fonction était impaire. Notre fonction, tac. Voilà, donc la question A est faite. Ok, donc maintenant on passe à la question B. Donc elle nous dit que pour n appartenant à n et x, donc antinaturel et x réel, il faut calculer f de nx en fonction de n et f de x. Alors là, pour ça, il y a deux manières de voir la chose. Enfin, surtout en fait, c'est d'avoir un petit peu cette intuition, parce que rappelez-vous, à la fin de l'exo, rappelez-vous, on l'a vu avec l'énoncé un petit peu, je vous ai dit oui, les fonctions linéaires ça marchait, etc. Et puis même l'énoncé nous donne que les fonctions linéaires marchent à la fin, comme vous le voyez ici, quoi. Et donc du coup, l'idée c'est de dire, ok, si je dois calculer f de nx fonction de n et f de x, moi j'ai bien envie de dire que c'est n fois f de x, f de nx. Ok, oui, parce que c'est une fonction linéaire, donc on peut sortir finalement le n pour avoir f de nx égale nf de x, pardon. Et en vrai, du coup, c'est ce qu'on va essayer de montrer dans cette logique, c'est d'avoir la logique de la fonction linéaire. Là, il faut vraiment avoir cette logique-là. De toute façon, l'exo s'appelle caractérisation des fonctions linéaires. Donc, tous les résultats qu'on est censé trouver sont censés être cohérents avec ceux d'une fonction linéaire, parce que c'est ce qu'on est censé trouver comme résultat à la fin. Donc, l'idée, c'est de dire, pour calculer f de nx en fonction de n et de f de x, la première chose intuitivement, si on parle que les fonctions linéaires sont solutions, c'est de dire quoi? Du coup, notre conjecture, ça va être quoi? Pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à R, on aura que f de nx, c'est rien d'autre que n fois f de x. Ça, c'est une récurrence, parce qu'on est en train de montrer quoi? Une propriété pour tout antinaturel n, alors aussi pour tout x appartenant à R, mais ce que je retiens, c'est surtout ce pour tout n. Rappelez-vous, cette logique-là, on l'a fait sur 15-16 exos au tout début du polycopié. Quand vous voyez un pour tout n en n, c'est tout de suite la récurrence, ce qui est censé pop dans votre esprit. Récurrence, tout de suite. Récurrence, c'est très important pour démontrer ce genre de truc, parce que sinon, j'ai pas trop de moyens de le faire. Donc, on va faire une récurrence. Donc, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos qui expliquaient la récurrence, je vous invite à regarder les toutes premières vidéos de la chaîne pour bien être à l'aise avec cette histoire de domino et de récurrence, d'allégorie avec les dominos. Et donc là, dans notre initialisation, alors c'est pour n égale 0, on veut montrer du coup que f de 0 c'est égal à quoi? 0 fois f de x, quoi, pour tout x appartenant à R. Bon, du coup, f de 0 fois f de x, ça fait 0. Et donc, est-ce que 0 égale f de 0? En fait, oui. C'est ce qu'on a montré à la question A. Regardez, f de 0 égale 0, c'est ce qu'on a ici. Initialisation, du coup, f de 0 égale 0. On peut dire que c'est bien correct. C'est bien correct. Donc, l'initialisation est assez évidente, j'allais dire, dans le sens du calcul. Elle n'est pas très rapide, voilà. Ça se fait assez rapidement, justement. Donc l'initialisation est vérifiée, et puis maintenant, on va passer à du coup l'hérédité. L'hérédité est le plus important finalement dans une récurrence, où l'idée c'est de dire qu'on suppose finalement, on suppose que notre propriété, donc la propriété comme quoi f de nx c'est n fois f de x, on suppose que cette propriété est vraie pour un certain rang n, n appartenant aux antinaturels. Montrons que du coup elle est aussi vraie. L'idée c'est de montrer que si ma propriété est vraie au rang n, alors elle est aussi vraie au rang, pourquoi ça m'a fait ça, je sais pas, au rang n plus 1. Ok. Donc en gros, on veut montrer que, c'est-à-dire que du coup, f de n plus 1 fois x, c'est égal à n plus 1 fois f de x.
C'est ce que j'essaie de montrer, parce que rappelez-vous, notre propriété au rang n, c'est quoi ? C'est f de nx égale nf de x. Moi, je vais vous montrer que du coup, f de n plus 1 fois x, c'est égal à n plus 1 fois f de x. Ok, alors comment on peut faire ça ? La seule chose finalement qu'on a dans notre énoncé, c'est que f de x plus y, c'est f de x plus f de y. C'est le seul truc qu'on a, et donc a priori quand même, je vais me servir de ça. Et évidemment, je vais me servir de mon hypothèse de récurrence ici, ici, pour démontrer mon résultat. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important, et je vous en ai parlé sur les vidéos sur la récurrence, d'avoir cette idée de squelette, parce que en fait, ce que je veux montrer, c'est que f de n plus 1 fois x, c'est n plus 1 fois f de x. Pour x dans R, si vous voulez, pour tout x dans R, je peux quand même le préciser, pour tout x dans R, mais f de n plus 1 fois x, en fait, c'est quoi ? Si je développe le x ici, je le développe ici, en fait, ça me donne f de nx plus x. Ça, je dois montrer que c'est égal à quoi ? N plus 1 fois f de x. Ok, est-ce que ça m'inspire quelque chose ? Tout simplement, là, ici, on voit que nx plus x, finalement, c'est une somme de deux choses. F de n plus 1 fois x, c'est f de nx plus x. Donc au final, ça m'arrange bien cette histoire, parce que je vous ai dit, quand il y avait une somme, ce que notre fonction vérifiait, justement, c'est qu'elle découpait une somme en deux sommes. Vous voyez, là, j'ai f de x plus y, ça découpe en deux sommes différentes. Donc, je vais essayer de m'utiliser ça dans ce contexte-là, parce qu'en plus, surtout, ça va m'isoler du f de nx, que je connais, avec mon hypothèse de référence, et puis après, du f de x. Donc, on va essayer. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Notons que pour tout x réel, f de n plus 1 fois x, ça sera f de nx plus x, et ça, du coup, par la propriété 1, ça fera juste, on découpe la somme, rappelez-vous, on découpe la somme, j'ai une somme de termes nx plus x, je peux dire que c'est f de nx plus f de x. Ok, et puis maintenant, j'utilise mon hypothèse de récurrence. F de nx, c'est quoi ? C'est n fois f de x, ça je peux le préciser par hypothèse de récurrence. Là aussi, je peux préciser par, finalement, par caractérisation de la fonction, c'est-à-dire que ma fonction est caractérisée par le fait qu'elle découpe une somme en deux autres sommes, donc propriété de f, finalement. Là, ici, c'est une propriété de ma fonction. Ok. Et donc, par hypothèse de récurrence, f de nx, c'est n fois f de x, plus f de x. Et puis là, maintenant, si on ne sait pas trop quoi faire, dans tous les cas, je vous l'ai dit, on factorise. On factorise, j'ai du f de x à gauche et à droite. Tac, mon f de x plus 1, mon nf de x, plus f de x, ça devient du f de x facteur de n plus 1. Et bon, là, j'ai pas grand-chose que je peux faire de plus, mais finalement, est-ce que j'aurais pas réussi à montrer ce que je voulais ? Oui, regardez, f de n plus 1 fois x, c'est bien n plus 1 fois f de x. Donc finalement, ma propriété, c'est ce que je vais marquer ici, ma propriété, elle est donc vraie. En fait, j'ai supposé qu'elle était vraie à un certain rang n, et grâce à cette hypothèse, j'ai pu montrer qu'elle était aussi vraie au rang n plus 1. Et donc ma propriété est donc vraie au rang n plus 1. C'est ce que je viens de montrer. Elle est vraie au rang n plus 1. Tac. Conclusion. La propriété, je vais le marquer comme ça, elle est initialisée. Ça, on vient de le montrer, on l'a montré avec le f de 0, rappelez-vous. Ici, initialisation, f de 0 égale 0. On a remplacé n par 0 et on a vu si ma propriété marchait. Elle est donc initialisée et héréditaire. Donc, par du coup principe de récurrence, j'ai que, là c'est bien ce que je voulais montrer, pour tout x appartenant à R, pour tout n entier naturel, peu importe l'ordre ici, f de n fois x, c'est quoi ? C'est rien d'autre que n fois f de x, et c'est bien. Alors, du coup, il fallait deviner, c'est pourquoi c'est plus compliqué cette partie-là de l'exercice. Il faut deviner de quoi on parle, mais rappelez-vous, on parle de fonctions linéaires, donc a priori, pour calculer f de nx en fonction de n et f de x, il y a comme ça qu'on peut s'en sortir. Troisième question maintenant, question C, encore une fois une question qui est un peu délicate. On note a égale f de a, et on doit montrer que pour tout x, qui est un rationnel ici, un nombre rationnel, rappelez-vous un nombre rationnel, x, il appartient à q, si et seulement si, x peut s'écrire sous la forme p sur q, avec p qui appartient à z et q, donc aux entiers relatifs, moins 1, 1, etc. Q appartenant à z étoile, bien sûr, on ne peut pas diviser par 0, donc on exclut 0 de notre ensemble. Et donc nous, on veut montrer que, parce qu'en fait, finalement, nous, notre propriété qu'on avait montrée, c'est f de nx, donc avec n appartenant à n et x appartenant à r. F de nx, c'est
n fois f de x. Ok, très bien. Hop, où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Tac. Je ferais mieux de le surligner pour qu'on voit mieux. F de nx, on a dit que c'était n fois f de x. Maintenant, non, vous montrer un petit peu cette propriété, mais pour maintenant un x appartenant à q. Parce que là, finalement, alors certes, nos x est dans R ici, mais attention à ne pas faire l'erreur. Hein. J'ai juste montré que si j'ai un n ici, je peux le sortir de ma fonction. C'est tout ce que j'ai montré. Pour l'instant, j'ai pas une forme, vous voyez, j'ai pas une forme explicite de ma fonction. Je peux pas la calculer pour tout x. J'ai juste une relation entre f de nx et n fois f de x, ce qui est un truc assez pratique parce que je peux sortir le n de ma fonction. C'est juste une propriété de ma fonction linéaire. Mais maintenant, c'est plus fort ce que je demande. Je demande de dire, ok, donc maintenant il faut montrer que pour tout rationnel, pour tout nombre rationnel, x, voilà mon expression de f de x. C'est-à-dire que je peux la calculer directement. Il me faut juste un a que je détermine ici qui est f de 1 et puis je peux calculer du coup mon f de x pour n'importe quel x, alors qu'avant je pouvais pas du tout, j'avais juste une relation, à part f de 0 vous voyez qui est assez simple à calculer. Après les autres relations je ne sais pas du tout, c'est un peu plus dur de les calculer, je peux pas les calculer explicitement, là je peux les calculer explicitement, là c'est une relation qui est implicite, qui donc fait apparaître les fonctions en différents points, donc en x plus y, en x et en y. Ok, donc comment montrer que f de x égale à x ici, hein. Donc déjà on va noter q, x pardon, qui est un rationnel, donc qui appartient à q. Et puis nous, du coup, on va montrer que f de x, c'est ce qu'on veut montrer, hein, montrer que f de x égale à x, avec a qui est égal à f de 1. Ça, il faut retenir que c'est ça qu'on veut montrer. Ok, alors, comment je fais? On a dit que x était un nombre rationnel. Dans tous les cas, dans les 99% des exos sur des nombres rationnels, si vraiment, là vous voyez que l'énoncé est très court, donc on doit forcément utiliser le fait que x est un nombre rationnel, donc on va forcément utiliser cette partie-là, le fait que ça s'écrive comme une fraction. Donc finalement, on peut écrire quoi? On peut écrire que f de x, finalement, c'est la même chose que f de p sur q. Hein, p, je vais marquer mieux mon p, voilà, p sur q. Si x s'écrit de la forme p sur q, comme je l'ai montré ici. Voilà, donc si je reprends cette expression-là, f de x, on est d'accord que c'est f de p sur q, j'ai juste remplacé mon x. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Souvent, quand on est bloqué dans ce genre de truc et dans ce genre d'exo, il faut remonter au-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait au-dessus? L'énoncé souvent nous aide à trouver les clés. Qu'est-ce qu'on a montré juste au-dessus? On a montré que f de n fois x, c'est égal à n fois f de x, pour n'importe quel x qui est un nombre réel. Et puis là, j'ai f de p sur q. Et moi, je veux sortir quelque chose, hein, sortir quelque chose dans le sens, je veux me débrouiller pour transformer cette expression, parce qu'a priori, là, je suis pas du tout sur du a fois x, avec a égale f de 1, et donc du coup, comment je pourrais me débrouiller pour finalement utiliser cette propriété qui m'a l'air intéressante, qui m'a l'air importante, qu'on vient de démontrer? Regardez le petit tips and tricks, mon p sur q, je vais l'écrire juste p fois 1 sur q. C'est un peu le trick à avoir pour pouvoir utiliser notre propriété, donc de sortir mon n, si n est un antinaturel, f de n fois x, c'est n fois f de x. Là, j'ai un peu cette configuration-là maintenant. Ici, je l'avais pas, je l'avais, mais elle était un peu dure à visualiser. Ici, je l'ai. Regardez, f de n fois x, avec n qui est un antinaturel et x qui est un réel. Mon truc là, c'est bien un réel, et lui, c'est bien un antinaturel. Donc, d'après la propriété... D'après la question 2, finalement, je peux dire d'après la question B, pardon. Donc là, je peux dire que c'est d'après la question B. Ça, c'est égal à P fois F de 1 sur Q. J'ai le droit de sortir mon entier naturel de ma fonction grâce à cette propriété. Et puis là, maintenant, pareil, c'est un peu plus complexe. Je me dis, mais comment je peux faire ici pour me dépatouiller? Alors, il y a un truc. Justement, là, on est un peu bloqué. On peut se dire, on est un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on a dans notre exo? On a que x égale p sur q, c'est un peu le seul truc que j'ai, et puis là j'ai du 1 sur q, du p. Moi j'aimerais bien retrouver du x, parce que à la fin j'ai bien du a fois x, donc j'ai bien du x à la fin. C'est quoi ma relation entre p ou q et x? Je l'ai ici, x égale p sur q. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais forcer l'apparition du x, en remplaçant mon p par exemple, je peux dire que p c'est quoi? C'est rien d'autre que q fois x, si je passe q de l'autre côté. Pareil, q c'est quoi? 1 sur q, c'est rien d'autre que x sur p. Regardez, je peux mettre du x sur p, si je divise par p des deux côtés. Voilà. Si p est non nul, si p est non nul évidemment, et de toute façon si p est nul, x égale 0, je peux dire, je peux le dire si vous voulez, d'ailleurs c'est important de le mettre, si p est nul, parce que je vais diviser par p pour
passer justement pour dire que, que 1 sur Q, pardon, c'est X sur P. Pour ça, je dois diviser par P. Si P égale 0, bah, X égale 0. Et si X égale 0, bah, F de 0, hein, c'est 0, ça on l'a déjà calculé. Donc, je tiens juste à le mettre ici, parce que c'est important. Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris cette logique de diviser par P, parce que c'est ce qu'on va faire pour isoler mon 1 sur Q ici. Et donc 1 sur Q, dans cette logique-là, c'est bien X sur P, d'accord? Donc, X sur P, c'est 1 sur Q, hein, bien sûr à l'aide de cette relation-là. On a juste utilisé cette relation-là. Et puis P, dans la même logique, c'est X fois Q, si j'utilise ma relation. Ok, X fois Q. Donc là, maintenant, comment je fais dans cette configuration-là? Et ben, finalement, encore une fois, ça me paraît un peu compliqué, je parais un peu bloqué, mais finalement, c'est un peu un jeu de calcul, parce que ici, je peux réutiliser mon Q, là, c'est bien un antinaturel, donc finalement, est-ce que je pourrais pas réutiliser ma propriété juste ici? Mon Q fois f de x, bah, c'est f de Q fois x. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, l'idée, c'est de re-rentrer, grâce à ma propriété de la question B, x fois f du coup de Q sur P fois x. Vous voyez, j'ai re-rentré mon Q dans la fonction. Parce que du coup, j'ai le droit, parce qu'on a bien cette propriété de linéarité qui est vérifiée. Et donc, du coup, très intéressant, cette petite manip, parce que rappelez-vous, x, c'est quoi? Bah, c'est rien d'autre que P sur Q. Mais là, qu'est-ce que je reconnais ici, là? Bon, regardez mon Q sur P, là, parce qu'il fait bonne impression, il fait machin. Bah, Q sur P, c'est rien d'autre que 1 sur x. On a dit que x, c'était P sur Q. Bah donc, ça, c'est x. Hein. Et donc, 1 sur x, bah, j'inverse le dénominateur et le numérateur, ça fait bien Q sur P. Bah donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien d'autre que x fois f de x divisé par x, parce que c'est 1 sur x là que j'ai ici. Bah ok, donc ça fait x fois f de 1. Pardon. Et donc du coup, bah j'ai bien montré que si x est un rationnel, un nombre rationnel, bah f de x, regardez, c'est rien d'autre que x fois f de 1. Pour comprendre que cette question est un peu plus complexe, surtout qu'il faut utiliser 2 fois notre relation ici, une fois pour faire sortir notre P et une fois pour faire rentrer du coup le nombre Q. Et c'est pas quelque chose de simple, mais rappelez-vous toujours que dans les questions d'avant, et puis ça marche que vous soyez en première, en seconde, en terminale et même en études sup, les questions sont faites pour vous aider, donc il faut vraiment s'aider des questions d'avant si vous étiez perdu à ce niveau-là. Même si c'était pas simple, mais voilà, ça vous donne un peu des clés pour passer ces exos. Voilà. Question D maintenant, un truc avec un peu moins de calcul, un peu plus de maths, voilà, un peu à l'oral, j'aurais dit. Expliquer pourquoi tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? On l'a déjà dit, hein, c'est un nombre qui s'écrit de cette forme-là, hein, P sur Q. Et pour ceux qui ont fait un peu de structure d'ensemble, eh ben, vous savez que Q est inclus dans l'ensemble R. Donc c'est-à-dire que chaque nombre qui est un nombre réel, bah, c'est aussi un nombre rationnel. Chaque nombre qui est un rationnel est un nombre réel. Voilà, c'est plus dans cette logique-là. 2 tiers, par exemple, c'est bien un nombre rationnel, bah, c'est aussi un nombre réel. Par contre, pi, c'est un nombre irrationnel, c'est un nombre qui n'est pas un rationnel, mais par contre, c'est un nombre réel. Donc, il y a cette logique-là à garder. Et nous, l'idée, c'est de dire, bah, un nombre réel, donc par exemple, pi, hein, alors l'idée, c'est plus tout nombre réel, mais la subtilité, c'est tout nombre réel irrationnel, vous l'aurez compris. Parce que si je peux dire, par exemple, tout nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels, bah, l'idée, par exemple, si je prends un nombre réel de tiers, bah, c'est facile de dire que c'est une limite d'une suite de nombres rationnels. J'ai juste à prendre une suite, Sn par exemple, je vais mettre entre guillemets, qui est égale à 2 tiers tout le temps. Bon bah d'accord, ma suite, c'est bien, elle converge bien vers 2 tiers, d'accord? C'est une suite de nombres rationnels, puisque bah, elle est égale à 2 tiers, donc c'est bien un nombre rationnel qui est à chaque fois le même, hein, mais c'est bien un nombre rationnel. Et puis bien, il va converger, parce que bah, de toute façon, la suite, elle est constante. Donc ma suite va bien converger vers une valeur, elle va bien tendre vers une certaine valeur, qui est bah, 2 tiers, parce que c'est tout le temps la même. Et 2 tiers, bah, c'est bien un nombre rationnel. Donc c'est assez simple de dire qu'un nombre réel rationnel est limite d'une suite de nombres rationnels, hein, parce qu'il y a juste à prendre cet exemple-là. Par contre, vous voyez que c'est un peu compliqué si je veux définir, bah, du coup, si je veux dire qu'un nombre irrationnel est limite d'une suite de nombres rationnels. C'est là où c'est un peu plus technique. Regardez, pi par exemple, bah, l'idée c'est de dire, selon ma question D, c'est de dire que, bah, d'accord, pi, je peux l'exprimer comme, en fait, c'est une limite d'une suite de nombres rationnels. C'est-à-dire que je prends plein de nombres rationnels,
Et puis si je les agence d'une certaine manière, je peux retrouver pi en limite. Et c'est un peu bizarre, vous voyez, c'est un peu complexe. Et je vais vous donner l'idée, regardez, pi c'est quoi franchement, je connais pas beaucoup de décimales de pi, je suis désolé, mais il me semble 3,14 après 15. L'idée c'est de dire, comment j'approxime pi Pi c'est quoi Si je l'approxime vraiment bêtement, pi c'est 3. D'accord, ok. Pi c'est 3. Donc pi, si je l'approxime, c'est quoi C'est 3, là vous voyez j'ai écrit 3,14, etc. Je peux dire que c'est 3,1415. Pardon, je peux dire que c'est la partie entière du coup de pi. Hein. Ça c'est ma première approximation. Partie entière, rappelez-vous, hein, c'est l'entier inférieur. Hein, c'est l'entier qui vient juste en dessous. Donc l'entier qui vient juste en dessous de 3,14, c'est 3. Hein. Donc là, ma partie entière de... Voilà, c'est un peu la logique, c'est l'approximation, si vous voulez, de pi. Je peux dire que c'est à peu près, sa partie entière, c'est 3. Mais cette approximation, elle n'est pas dingue. Donc l'idée, c'est de dire, comment on peut approximer mieux pi Pi, je peux dire quoi Pi, je peux aussi dire que c'est à peu près 3... donc c'est à peu près 3,1. Vous voyez, je la mets une virgule de plus. Par contre, comment j'ai pu écrire 3,1 Je peux dire que c'est c'est 31. Voilà, c'est 31 divisé par 10. Je peux dire que c'est ça, 31. Et 31, c'est rien d'autre que quoi 31, vous voyez voir la logique, c'est pas mal fait. On peut dire que c'est 10 fois pi. Et là, je prends ma partie entière. Oui, parce que pi, c'est quoi On a dit que c'était 3,1415, etc. Donc au final, 10 fois pi, c'est quoi Je décale d'une unité, donc c'est 31,1415. Et donc si je prends la partie entière de 10 fois pi, c'est quoi C'est rien d'autre que 31. Oui, c'est rien d'autre que 31. Et donc ma logique, c'est de dire, bon d'accord, je prends ma partie entière, du coup, là j'ai bien du 31 sur 10. Et donc avec ça, j'ai bien pi qui est à peu près égal à 3,1. Mais c'est pas encore une très bonne approximation, même si je me rapproche du vrai nombre pi. Pi, je peux dire que quoi C'est égal à peu près 3,14, d'accord 3,14, c'est quoi C'est 314 sur 100. Vous avez vu un peu la logique. Et donc au final, c'est quoi Là, c'est la partie entière, cette fois-ci, de 100 fois pi, divisé par 100. Et vous voyez que à chaque fois que ici, je rajoute, soit je mets un 100, soit je mets un 10, vous voyez que à chaque fois que je multiplie par 10, ici ou ici, j'avance d'une unité dans mon approximation. Et vous voyez que si je prends un nombre très grand, si je prends la partie entière de 10 000, donc 10 puissance 5 fois pi divisé par 10 puissance 5, et là j'aurai 5 décimales en plus avec mon pi. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que je gratte des nombres, je me rapproche de plus en plus de pi. Et donc si finalement, pour un nombre x appartenant à R, vous avez vu la logique, je prends une suite Sn qui définit pour tout n antinaturel Sn égale partie entière de x, donc c'est comme avec mon pi, c'est mon histoire de x, mais je le multiplie par quoi Mais par des puissances de 10, vous voyez à chaque fois. Donc là par exemple, si je mets du 10 puissance n sur 10 puissance n, c'est exactement la logique que j'ai eue, regardez. Pour approximer pi par exemple avec une virgule, d'accord, je prends n égale 1, j'ai bien S1 qui est égal à quoi Partie entière de 10 fois pi, donc c'est exactement ce que j'ai là, divisé par 10 puissance 1 ici. Et donc cette suite-là, et ce qui est important, voilà, pardon de préciser, je le précise maintenant, c'est que ce que j'ai fait, c'est une suite de nombres rationnels. Pourquoi c'est une suite de nombres rationnels Parce que lui, c'est la fonction partie entière. La fonction partie entière, elle retourne tout le temps un entier. Un entier relatif, potentiellement, mais c'est quand même un entier. 10 puissance n, c'est quoi C'est un entier. Donc là, ma suite Sn, c'est une suite de nombres entiers qui divise un autre nombre entier. D'ailleurs, lui est non nul, 10 puissance n, jamais nul pour n'importe quelle valeur de n entier naturel. Et donc du coup, ça c'est bien un nombre rationnel. Donc j'ai bien une suite de nombres rationnels qui va converger vers pi, parce que plus je prends des valeurs élevées de n, plus j'avance dans mon approximation. Voilà, donc il y a cette manière de dire que chaque nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels. La deuxième, c'est de dire que Q finalement est dense dans R. En gros, l'idée c'est de dire qu'entre deux nombres, ça c'est un théorème que vous verrez en sup si vous faites des maths en sup, et en gros ça dit que pour chaque nombre réel, je peux trouver, en fait c'est exactement ça, je peux trouver une suite de nombres rationnels qui tendent vers ce nombre-là. Je peux me rapprocher très très proche. En gros,
entre deux nombres rationnels, il y a un réel, entre deux nombres réels, il y a un nombre rationnel. Et voilà. Et donc l'idée, c'est, je vous l'ai dit un peu à l'oral, hein, parce que voilà, c'est expliqué, quoi. Tout ça, c'est un peu annexe, mais voilà pourquoi chaque nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, parce que c'est pas forcément évident ce truc-là. Dernière question maintenant, conclure que, donc, l'idée c'est de déduire hein, de ce qu'on a dit juste avant, donc vous voyez toute cette idée-là, que cette fois-ci, pour tout x, pas dans Q, dans R, f de x égale a fois x. Alors, nous on a montré, rappelez-vous que du coup, la question d'avant, tout nombre réel était limite d'une suite de nombres rationnels. Donc en gros, je pouvais me rapprocher très très proche d'un nombre réel avec des nombres rationnels. C'est un peu l'idée. Et donc, bah du coup, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire, bah, mon x, ma propriété là, f de x égale à x, elle est vraie, par exemple, si je prends ma suite Sn, hein, qui est une suite de nombres rationnels, bah du coup, ma propriété, si je prends pour tout n appartenant à n, regardez, bah, f de Sn, d'accord, ça va être bien égal, pardon, à a fois Sn. Ok. Ça, c'est mon idée, parce que du coup, ce que j'ai dit, c'est que c'était bien une suite de nombres rationnels, donc qui vérifie ma propriété, pour tout x dans Q, f de x égale à x. Et donc, cette propriété est bien vraie. Nous, notre idée, c'est de dire, bah, ok, ça c'est bien beau, mais il faut passer à notre nombre réel maintenant. Hein. Et rappelez-vous, x, dans cette logique-là, hein, j'ai mis Sn bon, pour un nombre x appartenant à R, x, c'est la limite de ma suite. Donc finalement, pour passer de Sn à x, c'est juste à passer à la limite finalement. J'ai juste à dire, bon bah, lui il tend vers x, donc lui il tend vers x. Et donc finalement, f de x, ça sera égal à a fois x. Hein, si je prends la limite ici, et du coup je prends forcément la limite ici. Donc l'idée c'est de dire, voilà, f de la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi? Bah, c'est a fois la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Et donc du coup, ça, je pourrais dire que du coup, f de x égale a fois x. Hein, parce que la limite de Sn, rappelez-vous, c'est x. Si je prends un nombre x appartenant à R et que Sn approxime mon nombre réel x. Alors, c'est intéressant, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, mais il y a quand même quelque chose qui est important dans cette question, et que vous n'avez peut-être pas venir tout de suite, c'est cette partie-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On dit que, en fait, f de la limite de Sn, finalement, là je l'ai dit, mais j'ai oublié quelque chose d'important, parce que la limite de Sn, nous, quand on va faire notre calcul, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on applique la limite à gauche à droite dans notre expression ici. Donc nous, on va dire la limite de f fois, la limite de f de Sn, c'est la limite de a fois Sn. Ok? Et donc du coup, là ici, la deuxième étape, ça va être quoi? Bah, on va dire que la limite de f de Sn, c'est f de la limite de Sn. Et ce truc-là, c'est pas évident en fait. Hein, parce que là, je l'ai marqué, vous voyez, je l'ai marqué assez vite, et potentiellement, vous l'avez pas vu venir, mais c'est une propriété qui est pas forcément vraie tout le temps. Je veux dire, c'est quand même un truc qui est assez fort comme hypothèse. Une question en particulier sur cette partie-là, vu que la vidéo commence déjà à être assez longue, je vous propose de me le demander en commentaire, mais cette idée que la limite de f de x, enfin de f de Sn, c'est f de la limite de Sn, c'est vrai si et seulement si, du coup, ma fonction, elle est continue en mon point. Bah là, du coup, vu que Sn tend vers x, il faut que ma fonction soit continue en x pour pouvoir dire que la limite de f de Sn, c'est f de la limite de Sn en plus infini. Il faut que ma fonction soit continue là où il y a la limite, parce que finalement, je vais me rapprocher de cette limite de plus en plus, donc il faut bien que ça soit continu pour qu'il y ait cette histoire de limite qui marche bien. Il faut que vous ayez un peu travaillé les limites pour comprendre cette histoire, que il faut que ça soit continu pour que les limites convergent, enfin pour que la limite existe en tout cas, et que je puisse pas dire pas de bêtises. Mais voilà, encore une fois, je vous invite à me poser la question en commentaire si vous avez mal compris. Mais donc, on avait bien marqué ceci qui était vrai, f de Sn égale a fois Sn, et puis du coup, maintenant, bah, ce qu'on a envie de faire, c'est quoi? C'est de passer à la limite. Passer à la limite, bah, limite quand n tend vers plus infini du coup de f de Sn, bah, c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus infini de quoi? Bah, de a fois Sn.
D'accord? À droite, c'est très simple, parce que c'est la limite d'un produit avec un... Donc A, c'est un nombre réel quelconque. Donc je peux le sortir de ma limite. Hein. La limite de A fois X, c'est A fois la limite de X. Donc lui, c'est A fois la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. D'accord, très bien. Et de l'autre côté, du coup, la limite quand n tend vers plus l'infini de f de Sn, eh ben, je peux dire que c'est f de la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, car, attention, très important, hein, car f est continu en X, hein, appartenant à R. En fait, c'est très important, c'est pour ça que je vous l'ai dit au tout début, vous voyez, ça commence à remonter à longtemps déjà, qu'en fait, c'était super important que ma fonction soit continue de R dans R, super important pour ma dernière question, qui est que f est continu en X, en autre nombre X qui appartient à R. Et donc, du coup, maintenant, je peux écrire la limite de Sn, c'est X, hein, ça on l'a dit. Notre nombre X était approché par une limite d'une suite de nombres rationnels. Et puis là, du coup, j'ai A fois la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, qui est X. Et du coup, c'est bon, parce que là, vous voyez que pour n'importe quel X, du coup, qui s'approxime par une suite de rationnels, f de X, c'est égal à A fois X. Donc, c'est exactement ce que j'ai montré pour tout X appartenant à R, du coup, parce que pour chaque X appartenant à R, je pourrais trouver une suite Sn qui tendra vers ce nombre X. Voilà, donc c'est pas très... Enfin, c'est formel à partir de là, mais cette histoire de suite, vous voyez, hein, j'aurais pu dire que Sn converge vers... voilà, quand n tend vers plus l'infini, Sn tend vers X. Voilà, c'est ce que j'ai oublié de mettre. Mais voilà, du coup, c'est bon maintenant, et on se dit, c'est fini. Non, après, ce n'est pas fini, je vous garde 2 petites secondes. On veut caractériser des fonctions linéaires et surtout on est en mode analyse-synthèse. Et le mode analyse-synthèse, rappelez-vous, c'est on trouve notre solution, mais on n'a aucune idée de si notre solution marche. Il faut vérifier à la fin si elle marche. Rappelez-vous l'exercice d'avant, je vous ai montré un cas où ça ne marchait pas forcément. Donc là, on doit vérifier que notre fonction, elle marche bien. Donc ça, c'est notre analyse. Maintenant, notre synthèse. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis analyse? Je ne suis même pas sûr. Ouais. Donc je vais mettre l'analyse ici quand même, on est sur de l'analyse. Et puis du coup la synthèse, soit du coup A appartenant à R, rappelez-vous, c'est toujours cette histoire, on se dit oui, c'est f de 1, machin, comment on peut dire que A appartient à R? F de 1 c'était super restreint, mais en fait on n'a aucune contrainte sur f de 1. En fait, f de 1, il n'a aucune contrainte, on n'a aucune raison de le fixer à une certaine valeur. Et de toute façon, f de 1, on ne le connaît pas, je ne pourrais pas le calculer dans ce cas-là, tu vois. Enfin là, f de 1, du coup, c'est A, dans ma logique, mais donc, du coup, je peux dire soit A appartenant à R, et f qui, bien sûr, qui va de R dans R, qui a X associe A fois X, on doit vérifier les conditions de l'énoncé. F est bien continu. Hein, il faut vérifier quoi? Regardez que ma fonction soit continue et qu'elle vérifie mon équation. Donc, si je prends un x et un y dans R2, moi je veux calculer f de x plus y. Rappelez-vous, je dois montrer que c'est f de x plus f de y. D'accord, f de x plus y c'est a fois x plus y. Je développe ax plus ay. Et ax plus ay, c'est quoi d'autre? C'est rien d'autre que f de x plus f de y. Donc, réciproquement, f convient et surtout, toutes ces solutions sont les fonctions linéaires de cette forme-là avec A appartenant à R. Voilà, alors exercice un peu long, un peu technique, mais qui nous apprend pas mal de trucs, notamment si vous n'avez pas le fait que Q est dense dans R et que chaque nombre réel peut être approximé par une suite de nombres rationnels, donc assez intéressant à ce niveau-là. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, moi je vous laisse parce que la vidéo est déjà assez longue, et donc bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Moi je vous souhaite une très bonne journée, ciao ciao.